Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire. Il y a 750 ans, en 1270, Saint-Louis, roi de France, mourait près de Tunis. Oui, et durant son règne par 2 fois, il avait quitté son royaume pour des incursions en terre d'islam. Mais diantre, qu'allait-il faire en Égypte ? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1305, c'est un vieux monsieur qui raconte ses souvenirs à plus de 80 ans. Jean de Joinville, compagnon de Saint-Louis, témoigne de ce qu'il a vécu, vu, entendu dans l'entourage du roi de France. Joinville était de ceux qui sont partis depuis Aigues-Mortes, dans le sud de la France, pour rejoindre la Terre Sainte, en passant par l'Égypte. Il a des choses à dire. Il n'écrit pas ses souvenirs. Joinville les dicte, ce qui rend son témoignage très vivant. Par exemple, il écrit... il dicte. Il nous faut tout d'abord parler du fleuve qui vient en Égypte du paradis terrestre. Je vous raconte ces choses pour vous faire comprendre certains faits qui touchent à mon sujet. Ce fleuve est différent de toutes les autres rivières, car plus les autres rivières descendent leur cours, plus s'y jettent de petites rivières et de petits ruisseaux. Et dans ce fleuve, il ne s'en jette aucune. L'Égypte intrigue Joinville. L'Égypte intrigue aussi Saint-Louis. Mais le roi n'est pas venu là pour faire du tourisme. Est-il vraiment venu pour convertir les infidèles ? Non. Alors, qu'allait faire Saint-Louis en Égypte ? Toute la semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous sommes intéressés aux sentiments amoureux. Oui, nous avons besoin d'amour. Aphrodite, Eros, Apollon, de l'amour dans l'Antiquité, les troubadours, les trouvères pour les chants de l'amour courtois, les liaisons dangereuses de Marie-Antoinette et puis le romantisme entre amour et convention, des émissions à écouter, à podcaster pour la balade de diffusion sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, direction l'Égypte en bonne compagnie avec Saint-Louis, mais pas seulement avec Saint-Louis, avec vous, Julien Loiseau. Bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université d'Aix-Marseille. Vous êtes l'auteur de Mamelouks. Oui, les Mamelouks 13e, 16e siècle, une expérience du pouvoir dans l'islam médiéval, publié au Seuil. Dites-nous, Julien Loiseau, qui sont ces Mamelouks en Égypte ? Alors les Mamelouks procèdent d'une vieille tradition. Ils sont là depuis bien longtemps en Égypte quand Saint-Louis débarque en 1249. Ils y sont depuis longtemps, mais ils vont jouer un rôle extrêmement nouveau dans l'histoire du pays. On aura l'occasion d'y revenir. Ces Mamelouks, ce sont des esclaves soldats. Ce sont des cavaliers d'élite qui ont été recrutés par le biais de l'esclavage militaire sur des critères d'excellence physique, sur des critères également d'excellence raciale, c'est-à-dire sur l'idée que certains peuples du monde, certains peuples de la création donnent de meilleurs guerriers que d'autres. Et donc on les recrute par l'esclavage pour fournir au souverain, au sultan, une garde, l'équivalent d'une garde prétorienne d'élite autour de lui. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, des esclaves soldats, des croisades, un roi saint qui se trouve en Égypte, chose étonnante. Saint-Louis en Égypte, c'est le sujet du magazine L'Histoire, c'est le gros dossier central du magazine L'Histoire. Et Valérie Hanin, directrice de la rédaction de ce magazine, vous êtes avec nous ce matin. Bonjour Valérie. Bonjour Xavier. Saint-Louis, géopolitique d'un roi chrétien. Dites-nous Valérie, quelle idée en 2020 de se dire nous allons faire un dossier sur Saint-Louis ? Eh bien Xavier, d'abord vous l'avez dit, c'est quand même un anniversaire, les 750 ans de la mort de ce Louis IX devenu Saint-Louis. Mais après tout, ça ne suffit pas. Alors Saint-Louis, pourquoi ? Surtout qu'il est bien connu. On se souvient de l'extraordinaire somme que lui a consacrée Jacques Le Goff en 1996 chez Gallimard. Et puis on sait beaucoup sur Saint-Louis, on connaît beaucoup sa politique intérieure, on sait que c'est un souverain modèle, que ça a été un grand roi administrateur et justicier. Nous-mêmes, on a beaucoup publié d'articles sur ces sujets qu'on peut tous retrouver sur le site de l'Histoire d'ailleurs. Depuis quelques années, je dirais qu'on insiste beaucoup aussi sur sa politique, la violence de sa politique anti-juive. Qui lui vaut évidemment quelques retours de bâton, Mérité. Et qui est une question sur laquelle on pourra peut-être revenir. Mais ça n'est pas cela qui nous intéressait aujourd'hui.
Ce qui vous a dans intéressé, ce Valérie? mois-ci. Ce dossier du mois, c'est une géopolitique. Alors, d'habitude, qu'est-ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle d'habitude la croisade? Le roi, vous l'avez dit, c'est le roi qui a passé le plus de temps hors de son royaume, 6 ans hors du royaume de France. Alors, croisade, 7e croisade, 8e croisade, est-ce que c'est bien de cela qu'il s'agit? Qu'allait-il faire à Damiette? Pourquoi prend-il la décision de rester 6 ans de plus en Terre Sainte jusqu'en 1254? Plus surprenant encore, pourquoi en 1270, alors qu'il est vieux, qu'il est malade, que tout son entourage continue de lui déconseiller l'expédition, il va mourir à Tunis? Tous les écoliers de France savaient autrefois que Saint-Louis est mort à Tunis. Mais pourquoi va-t-on mourir à Tunis si on veut partir délivrer Jérusalem? Donc c'est cela qui nous a motivés. Le grand article socle de notre dossier, c'est un article qui a été réalisé écrit à la fois par Yann Potin, qui est un merveilleux médiéviste que tous les auditeurs du cours de l'histoire connaissent bien, archiviste aux Archives nationales, et Julien Loiseau, qui est ici avec nous ce matin et qui parlera de toute cette géopolitique de l'Orient mieux que moi. Mais c'est évidemment cela que nous avons voulu restituer avec l'aide de gens qui nous parlent de la géopolitique en Europe, de toute cette politique internationale de Saint-Louis jusque dans l'Alliance mongole, avec une grande carte, et ça, je pense que c'est un peu surprenant. Eh bien, justement, Valérie Hanin, beaucoup de questions à poser, autour de ce voyage de Saint-Louis en Égypte, et c'est le titre de l'article que vous livrez, Julien Loiseau, un article que vous signez avec Yann Potin. Qu'allait faire Saint-Louis en Égypte? Qu'allait-il faire en Égypte? La question pourrait déjà être pourquoi est-il parti? Pourquoi Saint-Louis décide, donc nous sommes dans les années 1240, de participer à ce que nous appelons aujourd'hui la croisade? Alors, pour vous répondre et pour m'inscrire dans ce que vient de dire Valérie Hanin, l'idée de cet article, de ce dossier plus généralement, c'est de dépayser Saint-Louis, c'est-à-dire au fond de reprendre des épisodes de son règne que l'on pense bien connus, sur lesquels on pense avoir à peu près tout dit, depuis non seulement la Somme de Jacques Le Goff, et puis avant lui aussi la biographie que avait consacrée Jean Richard en 1983. Des événements donc que l'on pense bien connus, mais qu'il s'agit donc de repenser en prenant au sérieux ce que les historiennes qui travaillent sur les sociétés que viennent visiter les chevaliers de Saint-Louis ou ses ambassadeurs, sur ce que ces sociétés disent de leur temps et disent aussi de cette expédition. Et donc justement, alors, qu'allait faire Saint-Louis ? Voilà, pourquoi est-il parti déjà ? Alors, qu'allait-il faire en Égypte ? La question est de savoir si on explique cette décision du départ en 1248 depuis Aigues-Mortes par une chronologie purement personnelle, intime, spirituelle, celle de la maladie de Saint-Louis, de son vœu de croisade, ou si on essaie de comprendre de manière plus pragmatique, politique, géopolitique, les raisons à la fois de son départ et puis de sa destination. Alors, pour dire les choses rapidement, l'Égypte, dans les années 1240, est au cœur du monde islamique. C'est un pays qui fait partie d'un ensemble politique plus large, dominé par les descendants de Saladin, donc ceux qu'on appelle les Ayyoubides, qui dominent la Syrie, l'Égypte, mais par sa richesse, par le nombre de ses habitants, par la capacité qu'a le souverain de l'Égypte à lever l'impôt, c'est la grande puissance. C'est véritablement le pays clé pour dominer la région. Ça, c'est la première raison qu'avait d'ailleurs déjà très bien compris avant Saint-Louis Jean de Brienne en 1219. Jean de Brienne qui avait déjà conduit une expédition contre Damiette dans le delta du Nil pour essayer justement de contrôler l'Égypte pour mieux reconquérir Jérusalem. Puis il y a des raisons plus immédiates, plus circonstancielles. La même année de la prise de vœux de Saint-Louis a lieu un événement très important dans l'histoire de Jérusalem. En 1244, la ville est mise à sac par des guerriers qui viennent de très loin, qui viennent d'un royaume situé près de la mer d'Arald, dans la basse vallée de l'Amoudaria, ce qu'on appelle à l'époque le Khwarezm. Ce sont des mercenaires qui ont été engagés par le sultan d'Égypte dans sa lutte contre ses cousins de Syrie. Et ces hommes prennent Jérusalem et la mettent à sac.
Et c'est précisément cet événement qui est un déclencheur immédiat, une nouvelle chute de Jérusalem en quelque sorte, en 1244, qui chasse les Latins, qui chasse les croisés de la ville. Ils y avaient repris pied 4 ans plus tôt. Et c'est sans doute cet événement qui a été le déclencheur du départ. Et puis, il y a donc ces deux manières d'expliquer le départ de Saint-Louis. Sa maladie, il est guéri. En 1244, il fait le vœu de faire la croisade. C'est la manière dont a longtemps été expliqué le départ de Saint-Louis. Et puis, il y a ces raisons géopolitiques que vous nous présentez, Julien Loiseau, qui peuvent encore être déclinées, mais notamment la perte de Jérusalem, moment fort, qui met en place ce qui reste comme étant une croisade, celle de 1248, présentée dans les actualités françaises, tenez, en 1948. Saison de France. La Provence, à son tour, ajoute une nouvelle fête à tant de fêtes, une nouvelle nuit à tant de nuits. Aigues-Mortes accueille en effet à 7 siècles de distance Sa Majesté le roi Louis IX au départ de la 7e croisade en Terre Sainte. Comme il y a 700 ans au pied des remparts, les moines de l'abbaye ont remis au Saint-Roi l'acte de cession de ce qui fut jadis un grand port, que les terres aujourd'hui ont ravi à la mer. Au bord des rivages méditerranéens, d'où partirent jadis tant d'espoir et tant de foi, le même cérémonial a présidé à l'embarquement des troupes chrétiennes avant qu'Aigues-Mortes, animée soudain de présence ancienne, ne retourne, la fête finie, à la vie tranquille des vieilles cités du soleil. Actualité française. Nous étions en 1948, le 8 juillet, pour l'anniversaire de la 7e croisade, celle qui part depuis Aigues-Mortes. Julien Loiseau, il faut rappeler l'importance de cette place Aigues-Mortes. Oui, qui est le port lui-même, qui est créé par le roi de France pour l'expédition qui en part le 25 août 1248. Il y a un temps de préparation de près de 4 années de cette expédition. Ça n'est évidemment pas rien que de partir avec toute une armée depuis le royaume de France pour atteindre l'Égypte et peut-être viser Jérusalem. On reparlera peut-être de cette question-là de Jérusalem. Aigues-Mortes, effectivement, est créé pour l'occasion, et c'est aussi la manifestation de l'avancée des possessions du roi de France vers le Midi, à une époque où ces avancées sont assez récentes. C'est une affirmation de l'autorité royale dans le Midi de la France. Et puis la destination est la Terre Sainte. Vous nous l'avez expliqué, Julien Loiseau. Jérusalem vient d'être prise, vient d'être perdue, si l'on regarde de l'autre côté. Et dès lors, le roi doit aller à Jérusalem. Ouais, mais que va-t-il faire en Égypte ? Pourquoi passer en Égypte pour aller à Jérusalem ? Alors c'est toute l'ambiguïté de cette expédition, et c'est d'ailleurs pour ça que on peut très sérieusement questionner le classement de cette expédition au nombre de ce que l'historiographie a pris l'habitude d'appeler des croisades. Est-ce véritablement une croisade alors qu'effectivement Jérusalem n'est que la cible symbolique, ou en tout cas la cible seconde d'une expédition qui vise d'abord l'Égypte. Il faut bien voir d'ailleurs que Jérusalem, qui a été à nouveau reprise par les Latins issus d'un traité de paix en 1229, Jérusalem n'intéresse plus grand monde concrètement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand monde pour aller s'y installer, s'y réinstaller et tenter de tenir la ville face aux adversaires ayyoubides. Alors oui, la destination, c'est la destination effective, qui n'est d'ailleurs connue qu'assez tard. Elle est annoncée aux membres de l'expédition que à la fin de l'hivernage à Chypre, donc à la fin de l'hiver 1249, cette destination, c'est l'Égypte, parce que les croisés, les Latins ont très bien compris que on ne peut penser tenir durablement la région qu'en prenant le contrôle de l'Égypte et de sa capitale, d'où la nécessité de s'attaquer à ce grand port de Damiette, qui est l'une des bouches, l'un des points d'entrée dans le delta, qui est une place forte très importante, plus importante d'ailleurs aux yeux du sultan d'Égypte que Jérusalem. Dans les mêmes années, le sultan d'Égypte, dans un texte que l'on considère un peu comme son testament, qui est plus une sorte de série de conseils qu'il donne à son héritier, lui conseille très clairement, si jamais Damiette venait à être reprise
par les Francs, par les Latins, d'échanger Jérusalem pour récupérer Damiette. Damiette est nettement plus important aux yeux du sultan d'Égypte que ne l'est Jérusalem. Eh bien justement, rendons-nous à Damiette en 1248, l'arrivée du roi Louis IX, le futur Saint-Louis, à Damiette à travers un téléfilm. Oui, un téléfilm Saint-Louis ou la royauté bienfaisante, diffusé en 1982 sur la première chaîne de la télévision française. Oui, mon bon monsieur, oui, ma bonne dame, il y avait des téléfilms sur Saint-Louis à la télévision française en 1982. Le roi arrive à Damiette. Après une escale à Chypre, où est fixée la concentration générale des forces chrétiennes, la flotte royale arrive le 5 juin 1248 en face de Damiette, en Égypte. Mes fidèles amis, nous serons invincibles si nous sommes inséparables dans notre charité. Ce n'est pas sans protection divine que nous nous sommes transportés ici. Je ne suis point le roi de France. Je ne suis point la Sainte Église. C'est vous qui êtes le roi. C'est vous qui êtes la Sainte Église. Je ne suis qu'un homme dont la vie passera comme celle d'un autre homme quand il plaira à Dieu. C'est ici sa cause. Combattons pour le Christ. Il triomphera en nous. Il en donnera la gloire, l'honneur et la bénédiction, non pas à nous, mais à son nom. Le roi arrive à Damiette en Égypte dans le téléfilm Saint-Louis ou la royauté bienfaisante sur TF1. C'était en 1982. Julien Loiseau. Il y a dans cette présentation que nous venons d'entendre la religion mise en avant. Bien sûr, l'idée de croisade que nous avons tous nous dit qu'il faut délivrer, éventuellement convertir les infidèles. Délivrer la Terre Sainte, convertir les infidèles. Vous nous dites, Saint-Louis, déjà, ce n'est pas sûr que c'était une croisade. Alors, quelle était sa motivation? Cherchait-il à convertir les infidèles? Était-il porté par la foi? Ah, très certainement, et plus que délivrer Jérusalem, qui semble sans doute, à juste titre d'ailleurs, hors de portée du roi de France et plus largement de toutes les forces qui cherchent à reprendre la ville sainte, plus que reprendre Jérusalem, le véritable objectif, c'est bien celui de la conversion des infidèles. Et c'est là où il y a une très grande cohérence entre la politique de Louis IX dans son royaume et sa politique vers l'extérieur, sa politique étrangère pour employer un anachronisme, puisqu'elle est guidée très largement par cette volonté de conversion des hérétiques, conversion des juifs, là je parle au sein du royaume de France, et conversion des infidèles. Et de ce point de vue-là, la spiritualité des ordres mendiants, et en particulier la spiritualité des franciscains, joue très probablement un grand rôle, y compris d'ailleurs dans l'inspiration de l'expédition de 1248-1249. 20 ans plus tôt, en 1219, à l'occasion de l'expédition menée par Jean de Brienne, que j'évoquais déjà tout à l'heure, François d'Assise s'est rendu en Égypte avec pour objectif de convertir le sultan d'Égypte au christianisme. C'est un élément d'ailleurs important de la géographie de François, que cette rencontre, dont on ne sait pas si elle a jamais eu lieu, avec le sultan Al-Kamil, le sultan ayoubide d'Égypte. D'une certaine manière, Louis IX place ses pas dans ceux de François, qui est saint déjà à cette date, puisqu'il est canonisé très tôt, dès 1228. Il place ses pas dans ceux de François, et d'ailleurs sa première décision à Damiette est de fonder une église dans la mosquée de Damiette pour bien signifier que justement son objectif est de convertir les infidèles. Il y a là un fil rouge qui traverse tout son règne et on le verra jusqu'à 1270. Oui, et puis dans ce regard que vous portez, Julien Loiseau, avec Yann Potin, dans l'article que vous signez dans le magazine Histoire, qu'allait-il faire en Égypte, il y a évidemment un regard qui dépasse simplement l'Égypte. Comme une évidence, ce dossier que vous proposez, Valérie Hanin, directrice de la rédaction de l'Histoire, Saint-Louis et Le Monde, est truffé de ce regard avec déjà la carte énorme, mais elle est intéressante, c'est un nouvel ordre mondial et je regarde les titres, l'homme monde, oui tiens, ça c'est un texte signé Patrick Boucheron. Il y a toujours ce rapport au monde parce que cela est essentiel pour comprendre la motivation de Saint-Louis pour aller vers la Terre Sainte mais s'arrêter surtout en Égypte.
Oui, bien sûr, vous avez raison, c'est une vision du monde et je voudrais insister sur ce que vient de dire Julien Loiseau. En effet, géopolitique d'un roi chrétien. Jacques Le Goff disait déjà, Louis IX est un roi eschatologique, un roi de l'Apocalypse. Il est obsédé par les fins dernières et pour ça, il lui faut purifier le monde, il lui faut convertir le monde, le plus de monde possible. Et c'est vraiment en ce sens ce que nous avons voulu montrer dans ce dossier. Il ne s'agit pas d'une croisade et Jérusalem est en effet marginalisée. C'est une toute autre vision du monde et ce monde, il comprend aussi d'une certaine manière le grand rêve qui n'aboutira pas, par deux fois ça échoue, mais le grand rêve d'une alliance avec l'immense puissance géopolitique qui est en train de s'affirmer au Moyen-Orient, de déferler bien plus qu'au Moyen-Orient, jusqu'en Russie, qui est l'empire mongol. Car au XIIIe siècle, bien sûr, l'islam est une puissance au Moyen-Orient, mais il y a aussi cette déferlante, cette vague de l'empire mongol qui terrifie l'Occident pour ce qu'il en apprend de façon très très décalée, très éloignée, très très obscure peut-être, et cet empereur mongol avec lequel Louis IX va un moment imaginer de faire une alliance, ce que nous raconte dans le dossier Marie Favreau qui connaît bien évidemment cet empire-là. Ce qui est quelque chose qui nous passionne quand nous lisons la géostratégie du moment. Les protagonistes en ce XIIIe siècle, nous avons, pour simplifier énormément, l'Occident, un monde de l'islam, et puis cet empire mongol, avec l'éventualité peut-être de pouvoir convertir les Mongols au christianisme. Julien Loiseau, il y a des possibles absolus au moment où Saint Louis part vers l'Égypte, vers la Terre Sainte. Oui, complètement. Et pour aller dans le sens de ce que disait à l'instant Valérie Hanin, effectivement, si on prend un petit peu de champ, il est clair que le XIIIe siècle, la grande affaire du XIIIe siècle, ce sont les conquêtes mongoles et la formation d'un empire qui, quand même, rappelons-le, va de Pékin à Moscou. Hein, c'est un immense empire qui bouleverse tout sur son passage, et d'abord les pays d'islam, hein, qui sont les premiers touchés et qui manquent d'ailleurs d'y perdre une grande partie de leur souveraineté. Un certain nombre des parties importantes du monde islamique passent durablement sous domination mongole. C'est effectivement le nouvel ordre mondial, et cet ordre mondial, il est non pas centré à Karakorum, car ce n'est pas un empire centralisé, mais il est pensé désormais depuis effectivement la Mongolie. Alors effectivement, dans les échanges, dans les contacts diplomatiques qui ont commencé d'ailleurs d'abord avec la papauté avant de concerner la cour du roi de France, dans les échanges diplomatiques avec l'empire mongol, il y a un grand malentendu en fait, un grand malentendu qui laisse espérer au roi de France une conversion au christianisme de l'Empire mongol, de son empereur, de son grand khan et de son aristocratie, pour prendre à revers, puisque c'est bien ça l'objectif eschatologique, pour prendre à revers l'islam, en finir avec l'islam et s'emparer de Jérusalem. Alors pourquoi je dis un malentendu? Tout simplement parce que les Mongols, magistralement étudiés par Marie Favreau, ont une politique extrêmement singulière en ce XIIIe siècle, est une politique de tolérance religieuse, c'est-à-dire de protection des différents cultes dès lors que leurs sectateurs respectent, reconnaissent la souveraineté de l'empereur mongol. Il y a d'ailleurs parmi les Mongols eux-mêmes, dans l'aristocratie, chez certains khans ou épouses de khans, des chrétiens nestoriens. De même qu'il y a aussi, en fait, d'autres religions présentes. Certains Mongols sont bouddhistes, beaucoup en fait restent fidèles à une religion qui est un mélange de chamanisme et d'un panthéon spécifiquement mongol et d'une déité suprême qui est Tengri, le ciel. Mais vu du royaume de France, vu de Chypre où s'effectuent les premiers contacts diplomatiques entre Louis IX et l'Empire mongol, ce monothéisme mongol, la présence de chrétiens nestoriens laisse espérer en effet une conversion des Mongols au christianisme et donc la victoire annonciatrice de la fin des temps sur
sur l'ennemi du christianisme, sur l'islam. Et puis cette question, que faisait Saint Louis en Égypte, est une question qui est débattue depuis un moment. Il y a des réflexions autour de ça, mais vraiment une interrogation, et nous la retrouvons au micro, alors de pas n'importe qui, de Jacques Le Goff, le grand historien de Saint-Louis, qui, dans les Lundis de l'Histoire en 1971, interviewait Henri-Paul Hédoux, auteur de Saint-Louis et son temps. Et oui, Saint-Louis était-il déjà un grand conquérant ? La croisade pour laquelle le roi délaisse son royaume pendant si longtemps... Oh, mais voilà justement un problème inexplicable, il faut en parler. Saint-Louis part en Égypte, il est battu honteusement, disons-le, car il a peut-être été courageux, il a peut-être été un chevalier, mais jamais un stratège. Il n'a pas été un grand général. D'ailleurs, il n'y avait pas lieu d'être un grand général avec les faibles armées dont on disposait à l'époque. C'est une chose qu'on oublie facilement, la faiblesse des effectifs militaires. Voilà donc vaincu. Il paye une forte rançon et revient alors sur la côte phénicienne, dans l'actuel Liban ou l'actuelle Syrie. Et qu'est-ce qu'il y fait pendant 4 ans ? Il reste là. Il a confié la régence à sa mère Blanche de Castille, qui meurt. À ce moment-là, le roi aurait dû rentrer. Non, il reste là-bas. Et pourquoi ? Il n'était même pas roi là-bas. Il était le sujet de potentats locaux, de pieds noirs de l'époque, qui étaient le comte de Tripoli ou le pseudo-roi de Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il y faisait là-bas ? Le mirage oriental ? Absolument, cela a joué. Relisons Joinville, les sources du Nil sont au paradis terrestre. Saint-Louis prend contact avec le grand roi des Mongols. Il sait qu'il y a des chrétiens monophysites qui subsistent en Asie, les Nestoriens. Ils pensent alors par eux avoir une sorte de pied vers l'Orient. Et il a fait du barésisme. Barès allait en Orient pour retrouver le vieux de la montagne, le chef des assassins, mais Saint-Louis n'a eu qu'un souci, c'est de rencontrer ce fabuleux personnage. Henri-Paul Hédoux, au micro de Jacques Le Goff dans les Lundis de l'Histoire en 1971, qui évoque la fascination que Saint-Louis a pour l'Orient. Cela expliquerait le fait que le roi soit resté si longtemps en Égypte. Qu'en pensez-vous, Julien Loiseau ? Alors, c'est vrai que cette période est extrêmement mystérieuse, mal documentée d'ailleurs, de ces 4 années passées par Louis IX sur la côte syro-palestinienne, entre Césarée, Acre, Tripoli, sans jamais voir Jérusalem, sans jamais même contempler les murs de Jérusalem depuis les collines avoisinantes. Il s'y refusait. Jérusalem qui était à ce moment-là donc sous contrôle des Ayyoubides puis des Mamelouks. Alors 4 années effectivement dont on comprend mal quelles ont été comment le roi les a occupés, ce que nous disent les hagiographes, parce que n'oublions pas que pour comprendre aussi ces expéditions, nous devons nous défaire, ou en tout cas essayer de décrypter le discours hagiographique tenu sur le roi en vue de sa canonisation, et il faut arriver, comme l'a fait magistralement Jacques Le Goff, à soulever ces voiles de la géographie. Louis IX, dans ce qui reste alors du royaume de Jérusalem, un royaume de Jérusalem sans Jérusalem, qui ne contrôle plus que les places fortes littorales, du littoral syro-palestinien, Louis IX fortifie ce qui peut l'être. D'ailleurs, les fortifications de Césarée de Palestine ont conservé jusqu'à aujourd'hui ces magnifiques vestiges des refortifications de Louis IX. Et puis, Louis IX surtout tente un coup de dé diplomatique, ou plusieurs coups de dé diplomatiques, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils échouent les uns après les autres. Louis IX a essayé de s'immiscer dans le grand jeu géopolitique du Proche-Orient entre les 2 forces qui se partagent la région, les 2 grandes forces, la force déclinante, celle des descendants de Saladin, les Ayyoubides, et puis la force montante, les Mamelouks, établis donc en Égypte depuis 1250. En fait, les Mamelouks ont pris le pouvoir à la faveur de leur victoire sur les croisés et fort de la captivité de Louis IX au printemps 1250. Ils ont pris le pouvoir, ce sont eux la puissance montante, et Louis IX cherche à jouer les uns contre les autres, jouer l'alliance Ayyoubides contre les Mamelouks, puis se rendant compte que
la nouvelle puissance est en Égypte, jouer les Mamelouks contre les descendants de Saladin pour un jeu à somme nulle au fond, puisque les promesses qui lui ont été faites n'ont pas été tenues, et en 1254, Louis IX, après près de 4 ans en Terre Sainte, n'a pratiquement rien obtenu, n'a même rien obtenu pour le royaume de Jérusalem. Ah bah dites donc que ce bilan est un peu sombre, il n'obtient rien, il ne réussit pas, il ne veut pas aller voir Jérusalem, et il perd ses batailles, hein. Il perd notamment la bataille de Mansoura, c'est en février 1250, cette bataille que vous évoquiez, Julien Loiseau, bataille essentielle et présentée notamment dans l'émission, alors ça aussi, mon bon monsieur, ma bonne dame, il y avait des émissions pour enfants en 1977 sur France 3 qui parlaient de Saint-Louis. L'émission, c'est l'histoire de France en bande dessinée. Le camp de l'émir est enlevé. Robert d'Artois, le frère du roi, sans attendre les renforts, fonce dans les rues de Mansoura. Mais le Mamelouk Baïbar et ses forces morcellent l'avant-garde des croisés et à 100 contre 1, massacrent tous ces imprudents jusqu'au dernier. Le roi survient et aussitôt il est entouré par 6 Mamelouks. Ils veulent l'emmener prisonnier, mais il s'en délivre à coups d'épée. La bataille se poursuit tout le jour. Quand les arbalétriers débouchent sur le champ de bataille, les Sarrasins font demi-tour et disparaissent. Au cours de la bataille, le frère du roi Robert d'Artois est mort avec plus de 280 Templiers. Le roi est vainqueur, mais le sultan Touran Shah, avec sa flottille, empêche le ravitaillement entre Damiette et le camp. Le roi est vainqueur, le roi Saint-Louis, vainqueur de la bataille de Mansoura en février 1250. Mais enfin bon, il perd son frère et puis on sent qu'il ne peut pas mettre à profit cette victoire, d'autant que quelques mois plus tard, le roi Louis IX est fait prisonnier. Alors il est libéré assez rapidement. Ensuite, Valériane, dites-nous, dans le dossier que vous consacrez dans l'histoire, il y a ce regard porté sur l'ensemble du monde au temps de Saint-Louis, en tout cas le monde occidental, et il y a un aspect qui m'a intéressé, c'est cette valeur de Saint-Louis, toujours mise en avant, lui qui réussit à faire la paix avec l'Angleterre, l'entente ibérique, mais cela ne concerne pas le monde où il se trouve, dans lequel il se trouve, c'est-à-dire en Égypte. Malgré tout, il y a des réussites mises en avant géopolitiques. Oui, bien sûr, il y a des réussites en Europe. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur la période qu'il a passée en Terre Sainte, toujours dans le sens de la conversion. Jacques Dallarin, qui a traduit le livre de William Chester Jordan sur les convertis de Saint-Louis, qui paraît ces jours-ci aux éditions de l'EHESS, nous raconte comment Saint-Louis, en effet, n'est pas allé à Jérusalem, mais il a ramené de Terre Sainte 1500, plusieurs centaines de musulmans qu'il a installés dans le royaume de France à ses frais, dans une forme d'intégration. Toujours cette idée de cette constitution d'un royaume chrétien. Mais pour faire tout cela, en effet, vous avez raison, il lui fallait les mains libres en Europe. Et au fond, ce que nous essayons aussi de montrer dans ce dossier, avec l'aide de John Carpenter, de Lindy Grant, qui sont des spécialistes anglais de Saint-Louis, eh bien, c'est comment, au fond, la politique européenne de ce roi pragmatique, très diplomate, a consisté à faire la paix, peut-être, pour aller porter ses projets ailleurs. Donc la paix avec l'Angleterre, au prix d'un certain nombre de concessions, mais enfin avec une idée très forte, on met en place, on cède des territoires, on récupère la Normandie, on installe le roi d'Angleterre en Guyenne, mais un roi vassal du roi de France. On crée tout un tas de stratégies, on met en place tout un tas de stratégies matrimoniales qui étaient déjà là, bien sûr, puisque Blanche de Castille était elle-même une Espagnole, une castillane, mais toute une série de stratégies matrimoniales avec le monde ibérique qui auront pour conséquence d'ailleurs, un petit peu après la mort de Saint-Louis,
on le sait ça aussi, que le roi de France, le Capétien, deviendra roi de France et de Navarre. Et ça a été consolidé par Saint-Louis. Donc la chrétienté, c'est une petite chose, un appendice, si l'on veut, dans cette énorme Eurasie où elle n'a plus qu'une place un peu restreinte, mais cette chrétienté, elle est tenue évidemment très solidement, tout de même par les souverains européens, et Saint-Louis, Louis IX, en a fait partie. Et il mène là une politique très active. Et puis dans le regard porté sur Louis IX, donc le futur Saint-Louis, celui que nous appelons Saint-Louis, il y a l'historien Jacques Le Goff a évoqué sans cesse en 1996 paraissait son Saint-Louis. Et pour l'occasion, Jacques Le Goff était interviewé dans l'émission Le Cercle de Minuit sur la 2e chaîne de la télévision française par Laure Adler. Alors c'est vous qui le dites, Jacques Le Goff, dans votre livre, abordant les problèmes de la croisade, vous hasardez que c'est peut-être le point de départ du début de la colonisation. Non. Pardon, excusez-moi. On l'a dit et ça peut se soutenir. C'est pas Saint-Louis qui l'a commencé. Là, il ne fait vraiment que suivre une tradition, et il est lui-même, là encore, hésitant, j'en suis sûr, sur ce point. Parce que François d'Assise, qui est allé en Terre Sainte... François d'Assise, contemporain de Saint-Louis. Oui, il y est allé 30 ans auparavant, et il a dit, il faut cesser de se battre contre les musulmans, il faut les convertir, il faut leur prêcher. Alors, il est un peu pris entre les deux. Mais il est hanté par l'idée du tombeau du Christ, par l'idée de Jérusalem. Et puis, il a encore cette idée, et il est un des derniers à l'avoir, que le territoire de la chrétienté, c'est là où s'est incarnée l'Église chrétienne, c'est-à-dire, disons, en gros, l'Europe, plus la Terre Sainte. Et oui, mon bon monsieur, ma bonne dame, en 1996 encore, à la télévision française, au micro de Laure Adler, Jacques Le Goff est invité. On parlait de Saint-Louis à la télévision, on parlait d'histoire. Dites-nous, Julien Loiseau, dans l'article que vous signez avec Yann Potin dans le magazine Histoire, cet article sur Saint-Louis en Égypte, il y a la question des motivations, et nous les avons compris, ces motivations beaucoup plus complexes que simplement aller délivrer Jérusalem et puis convertir les musulmans. Il y a aussi la question du bilan. Que tirer de cette croisade, en tout cas celle de 1248 et du séjour de Saint-Louis en Égypte? Alors, d'abord, c'est toujours une joie de réentendre la voix de Jacques Le Goff, et merci pour cette archive. Et on ne cesse, bien évidemment, quand on enquête sur cette histoire, de recroiser et de relire les pages de Jacques Le Goff. Quel bilan? Sans doute que pour le royaume de Jérusalem, ce royaume sans Jérusalem, mais qui en porte encore le nom, les années passées par Louis IX ont peut-être permis de retarder un peu ce qui semble à ce moment-là pratiquement inévitable, qui mettra encore 40 ans, un peu moins de 40 ans, à se faire, c'est-à-dire l'éviction progressive des Latins du littoral syro-palestinien. La dernière place à tomber, c'est Acre en 1291, mais on voit bien que dans les années 1260, sous le règne de Baybars, le grand sultan Baybars, qui est le véritable fondateur du régime mamelouk, cette avancée des Mamelouks en Palestine est difficilement peut difficilement être freinée. Donc peut-être que ce séjour effectivement a permis de faire gagner un peu de temps encore au royaume de Jérusalem. Paradoxalement aussi, cette croisade qui n'en est pas une, je crois en tout cas, on essaye de le démontrer dans cet article avec Yann Potin. Paradoxalement, cette croisade qui n'en est pas une aide aussi à solder le rêve de Jérusalem. C'est-à-dire qu'on continue bien évidemment de rêver de Jérusalem. Jérusalem hante Louis IX, hante l'Occident, continue à hanter l'Occident jusque tard dans le Moyen-Âge, mais sans que l'on se donne les moyens de la reconquérir réellement. On la transpose. Jérusalem. On la transpose en Occident, et c'est l'époque où se multiplient partout en Europe ces Saint-Sépulcre, ces répliques du Saint-Sépulcre qui viennent reproduire en Europe un sanctuaire que l'on n'arrive plus dont on n'arrive plus à reprendre le contrôle. Paradoxalement également, l'un des bilans, l'un des conséquences de cette aventure, c'est que Louis IX devient un personnage
important de l'historiographie de langue arabe. Il faut avoir en tête qu'à cette époque, on écrit beaucoup d'histoires en langue arabe, que c'est un domaine de savoir qui est prisé des lettrés, qu'on écrit des milliers de pages, et que dans ces milliers de pages, depuis le XIIe siècle, il y a des souverains francs, latins, occidentaux, et parmi cette galerie de portraits, le portrait de celui qu'on appelle El Francis, le français, ou El Rey de France, le roi de France, est un personnage important que l'on ne cesse de se rappeler, sinon de commémorer, au moins de se rappeler, jusqu'encore au XVe siècle, où on écrit dans les grands dictionnaires biographiques des hommes qui ont illustré l'histoire de l'Égypte, on consacre encore une notice au roi de France. Donc il y a là un héritage paradoxal, mais important, et qui d'ailleurs a d'autres traductions. Cette fleur de lys, qui est d'ailleurs sans doute à l'origine un motif oriental, désormais est aux yeux des orientaux le motif du roi de France, et on l'appelle d'ailleurs la Francicia, la fleur d'Alfrancis, le français. Et pourquoi décide-t-il de rentrer? Dites-nous, Julien Loiseau, parce qu'on a bien compris que ses motivations pour partir sont plurielles, mais alors pour rentrer? Bien malin qui pourrait y répondre positivement. Il a sans doute reporté le plus tard qu'il l'a pu son retour après le décès de Blanche de Castille. Il faut bien rentrer. Il y a des affaires urgentes, et le dossier le montre bien. D'autres affaires aussi diplomatiques qui pressent en Occident et dans lesquelles le roi de France entend jouer son rôle. Et puis, une fois en France, il reprend sa vie de roi de France. Étonnamment, en 1270, alors que Louis IX a pris de l'âge, il décide de repartir. Il repart, mais hélas, de passage à Tunis, le roi ne survit pas à la maladie. Écoutez un extrait de la vie de Saint-Louis, donc celle de Joinville, du sire de Joinville. C'est une lecture de Raphaël Boulet. Une grande maladie prit le roi à Paris. Notre Seigneur ouvra un lit et lui envoya santé tantôt. Il requit qu'un lit donna la crise, et si fit-on. Un extrait de Joinville, de sa vie de Saint-Louis. Julien Loiseau, mais quelle drôle d'idée de la part de Saint-Louis de repartir vers l'Orient en 1270. Pourquoi ? Alors, drôle d'idée, en effet. D'ailleurs, Joinville ne l'accompagne pas. Il fait partie de ceux qui considèrent que il aurait fallu empêcher le roi de tenter cette folie. Pourquoi repartir? Sans doute pour les mêmes raisons, c'est-à-dire celle de la conversion, du retour au christianisme d'une terre d'Afrique qui a été chrétienne, et on le sait très bien, à la cour de France, d'une terre d'Afrique qui est d'ailleurs à nouveau travaillée par des missionnaires dominicains depuis 1250 pour ramener la terre de Saint-Augustin au christianisme. Donc sans doute un projet de conversion, et qui se double probablement aussi sinon d'un projet, en tout cas d'une anticipation du martyre, de la mort en croisée, après avoir pris la croix et s'être croisé, une mort en martyr qui d'ailleurs est bien le destin qui attend Louis IX à Carthage, à côté de Tunis. Donc une exacerbation des motifs que nous avions déjà vus à l'œuvre au moment de la première expédition de 1248. Et puis avec Saint-Louis, effectivement, il y a ce saint qui apparaît. Alors, c'est sûr que la canonisation est un peu plus tardive, mais elle arrive rapidement. Valérie Hanin, dans l'image qu'il reste de Saint-Louis, vous l'avez déjà évoqué, il y a bien sûr ce roi qui fait des traités, ce roi qui est un stratège efficace dès qu'il est question de géopolitique, ce roi qui part, alors nous n'allons plus dire en croisade, il y a aussi ce rapport du roi avec les Juifs qui est beaucoup plus complexe. Oui, le rapport avec les Juifs qui fait partie évidemment qui se comprend par ce projet de purification du royaume chrétien. Et ça, le problème avait été bien posé déjà par Jacques Le Goff. Marie de Joux aussi nous avait donné un papier sur l'antisémitisme de Saint-Louis. Saint-Louis sauve son âme. Comment comprendre cette violence anti-juive qui n'est absolument pas, qui n'a rien de comparable évidemment avec les projets exterminateurs contemporains du nazisme
monothéisme, mais qui est une véritable politique de purification. Dans les années 1240, le brûlement du Talmud, les arrestations, les expulsions, la saisie des biens, et puis l'imposition du port de la rouelle, un signe infamant pour les Juifs, et ça se comprend. Et évidemment, ça ne peut se comprendre que dans ce projet de création d'un royaume chrétien pur. Et ça ne nuira pas à la canonisation par Boniface VIII en 1297 de ce roi mort en martyr à 3h de l'après-midi comme le Christ. Et tout cela est évidemment très politique aussi de la part de Boniface VIII, mais enfin Louis IX est un des rares laïcs à être canonisé au Moyen-Âge, et souverain évidemment, souverain laïque bien sûr. Et puis avec une portée énorme, avec ce roi de France qui meurt un 25 août, Louis, ce nom de Louis qui est repris, les autres rois vont s'en revendiquer. Julien Loiseau, il est possible de quitter en fait cette lecture hagiographique qui a longtemps été portée sur Saint-Louis en regardant les autres sources. Vous nous avez dit ces sources venues du monde arabe, elles sont essentielles, elles n'ont pas été assez lues pour essayer de comprendre Saint-Louis. En fait, il a fallu attendre Le Goff et puis ce nouveau regard peut-être plus mondial pour mieux saisir la portée de ce moment, en tout cas celui de 1248, le départ de Saint-Louis vers l'Égypte. Oui, je crois que le règne de Saint-Louis se prête particulièrement bien à une histoire monde où on va convoquer effectivement des témoins arabes, où l'on va convoquer également des lettres envoyées par l'Empire mongol, des lettres persanes, une mondialisation des regards sur le roi de France, qui est aussi à la mesure effectivement des espérances, des projets du roi, qui bien au-delà du symbole de Jérusalem cherchait à atteindre aussi à atteindre l'Orient. Donc un règne qui se prête particulièrement bien à cette mondialisation des regards, à ce champ que nous invite à prendre aujourd'hui l'historiographie. Et puis que le magazine L'Histoire nous invite à prendre aussi, Saint-Louis, géopolitique d'un roi chrétien. Merci beaucoup Valérie Hanin, et puis merci beaucoup aussi Julien Loiseau. Je rappelle que vous avez livré dans ce numéro « Qu'allait-il faire en Égypte ?» à propos de Saint-Louis, un article que vous signez avec Yann Potin. Merci beaucoup à vous. Et là, maintenant, dans le cours de l'Histoire, nous nous précipitons pour retrouver Anaïs Kien avec son journal de l'Histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Joie, grâce à vous, nous allons jouer. La revue en ligne Entre-temps, la revue de l'histoire en train de s'écrire, annonce le lancement d'un jeu d'histoire. Ouvert à toutes et à tous, il s'agit d'écrire une biographie de fiction en imaginant les archives qui pourraient composer le dossier à partir d'une seule et unique archive authentique. Le personnage dont il est question, Peter Kranick, un espion de la guerre froide, un vrai, un tatoué. Cette archive, qui en constitue le point de départ, est réjouissante. C'est une brochure qui retrace son parcours jusqu'à son arrestation par la DST et sa condamnation à une peine de 20 ans d'emprisonnement en 1967. Peter Kranick n'est pas James Bond ni Barbarella, c'est un espion d'Allemagne de l'Est qui s'installe sous couverture à Noisy-le-Sec plutôt qu'à Saint-Germain. Peter Kranick, 37 ans. Sa femme Renée, 28 ans. Hans Bammler, 42 ans. Sa femme Marianne, 34 ans. Monsieur le commissaire, vous travaillez à la DST, vous êtes amené à suivre beaucoup d'affaires d'assez près. Les Kranick et les Bammler étaient-ils de vrais espions? Qu'entendez-vous par vrais espions? James Bond ou Modesty Blaise? Avant de devenir agent de renseignement, Peter Kranick a déjà été soldat, boucher, charpentier et vendeur de voitures d'occasion. Kranick n'agit pas seul, il est épaulé par sa femme Renée et un autre couple, les Bammler, qui l'aident dans sa mission, infiltrer les arcanes de l'OTAN, l'organisation militaire d'Europe de l'Ouest et des États-Unis. L'apprentissage de la clandestinité et des légendes qui leur sont attribuées s'agrémentent de l'utilisation d'accessoires que l'on découvre dans cette petite brochure. Une poupée de bois qui cache un appareil photo, des sacoches de cuir dont la doublure trafiquée permettait de dissimuler les documents transportés
et l'attirail qui permettait de produire et de lire les transmissions secrètes sous la forme de microfilms et de micropoints. À partir de ces éléments du réel, les joueurs doivent inventer une vie à Peter Kranick pour continuer cette petite brochure sensationnelle qui dessine à grands traits son parcours dans les années 60. Car le personnage reste énigmatique. C'est aux participants de confectionner cette vie imaginaire à partir d'un balbutiement du réel. Chaque document proposé par les joueurs doit contribuer à la connaissance de la vie de Peter Kranick de manière directe ou indirecte. Le témoignage d'une personne l'ayant rencontré, la description d'un lieu qu'il a fréquenté, d'un élément sur ses compagnons d'espionnage évoqués dans la brochure, à n'importe quel moment de son parcours. La forme est libre, texte, images, vidéos, son. Il peut s'agir d'une production individuelle ou collective, personnelle ou réalisée dans un cadre pédagogique. Les écoles sont donc conviées également à rejoindre la partie. Attention, il ne s'agit pas d'un cadavre exquis. Chaque participant s'engage à prendre en compte là où les participations précédentes et les informations contenues dans les pièces déjà produites ainsi que dans la brochure. Pour cette première manche, la revue publie la brochure produite par la DST, la seule pièce authentique de ce carton d'archives inventé qui sera petit à petit rempli par les contributions des joueuses et des joueurs. Le réel comme point de départ. Une nouvelle pièce sera publiée toutes les 2 semaines en renouvelant à chaque publication l'invitation aux lectrices et aux lecteurs à participer en contactant la revue à l'adresse entretemps.editorial@gmail.com. Une entreprise collective d'invention d'une vie d'espion, Peter Kranick est à vous. La partie a commencé. Chouette, merci beaucoup Anaïs. On retrouve le journal de l'histoire et tous les liens utiles sur notre site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire, une émission réalisée par Émilie Valla, à la technique aujourd'hui Baptiste Lénard, une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Vudas, Odile Jouessel, Valentine Lovrin et Maïwen Guizou, à écouter ainsi que toutes les précédentes sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. La semaine prochaine, du premier État chrétien au Haut-Karabakh, oui, nous nous intéressons à l'Arménie au carrefour des empires.